La servante écarlate de Margaret Atwood. Chapitre 1. Nuit. Nous dormions dans ce qui fut autrefois le gymnase. Le sol était en bois verni, avec des lignes et des cercles tracés à la peinture, pour les jeux qui s'y jouaient naguère. Les cerceaux des paniers de basket étaient encore en place, mais les filets avaient disparu. Un balcon courait autour de la pièce pour recevoir le public, et je croyais sentir, ténue comme une image persistante, une odeur âcre de sueur transpercée par les effluves sucrés de chewing-gum et de parfum que dégageaient les jeunes spectatrices, que les photographies me montraient en jupe de feutrine, plus tard en mini-jupe, ensuite en pantalon, puis parées d'une unique boucle d'oreille, les cheveux en épis striés de vert. On avait dû y organiser des bals, leur musique y traînait encore, palimpseste, de sons non entendus, un style succédant à l'autre, courant souterrain de batterie, plaintes désespérées, guirlandes de fleurs en papier mousseline, diables en carton, boules de miroirs pivotantes, poudrant les danseurs d'une lumière de neige. Cette salle sentait les vieilles étreintes et la solitude et une attente de quelque chose sans forme ni nom. Je me rappelle cette nostalgie de quelque chose qui était toujours sur le point d'arriver et qui n'était jamais comme ses mains alors posées sur nous, au creux des reins, ou comme ce qui se passait sur le siège arrière dans le parking ou dans le salon de télévision, le son coupé, avec seules des images à clignoter sur la chair émue. Nous soupirions après le futur. Comment l'avions-nous acquis, ce don de l'insatiabilité ? Il était dans l'air, et il y demeurait comme une pensée à retardement, tandis que nous essayions de dormir dans des lits de camp qui avaient été disposés en rangées, espacés pour que nous ne puissions pas nous parler. Nous avions des draps de molleton comme ceux des enfants et des couvertures de l'armée, des vieilles encore marquées US. Nous pliions soigneusement nos vêtements et les déposions sur des tabourets placés au pied des lits. La lumière était en veilleuse, mais pas éteinte. Tante Sarah et tante Elisabeth patrouillaient. Un aiguillon électrique à bétail était suspendu par une lanière à leur ceinturon de cuir. Pas de pistolet, pourtant, même à elle on n'aurait pas confié une arme. Les revolvers étaient réservés aux gardes, triés spécialement parmi les anges. Les gardes n'étaient pas autorisés à entrer dans le bâtiment, sauf sur appel, et nous n'étions pas autorisés à en sortir, sauf pour nos promenades, 2 fois par jour, à faire 2 par 2 le tour du terrain de football, qui était maintenant entouré d'une clôture en maillons de chêne, surmontée de fils de fer barbelés. Les anges se tenaient à l'extérieur, le dos vers nous. Ils étaient pour nous des objets de peur, mais d'autres choses aussi. Si seulement ils voulaient bien nous regarder, si seulement nous pouvions leur parler. Quelque chose pourrait être changé, pensions-nous. Quelques arrangements conclus, quelques marchés. Nous avions encore nos corps. Tel était notre fantasme. Nous apprîmes à murmurer presque sans bruit. Dans la demi-obscurité, nous pouvions étendre le bras, quand les tantes ne regardaient pas, et nous toucher la main à travers l'espace. Nous apprîmes à lire sur les lèvres, la tête à plat sur le lit, tournée sur le côté, à nous entre-observer la bouche. C'est ainsi que nous avons échangé nos prénoms, d'un lit à l'autre. Alma, Janine, Dolores, Moira, June.